Donc, merci à tous de vous être connectés. Merci de vous rendre disponible, effectivement, malgré tous les webinaires qui peuvent s'organiser en ce moment. Et on est bien heureux de vous avoir avec nous. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emmanuel Escalan. Je suis le directeur de Southern Implant France. Et nous avons voilà, la chance aujourd'hui de vous accueillir dans notre programme de webinaire que nous avons déployé sur tout le mois d'avril et qui va continuer sur le mois de mai. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième webinaire qui sera animé aujourd'hui par le docteur Danglo et le docteur Minassian sur comment traiter les atrophies sévères du maxillaire avec des solutions innovantes. Donc qui aujourd'hui reste une thématique importante à traiter en implantologie dentaire. Donc, nous avons fait appel à deux experts qui vont partager leur expérience et je leur remercie pour leur travail et leur disponibilité à échanger encore avec la communauté. Tout d'abord, nous souhaitons avoir un webinaire assez interactif. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de suivre des webinaires sur Zoom, vous avez la possibilité, vous verrez dans un petit menu qui s'appelle Q&R, où on vous demandera tout au long de la présentation du docteur Danglo, n'hésitez pas à poser vos questions, mais posez-les surtout dans cette application Q&R, dans le menu Q&R, afin que le docteur Minassian, qui sera le modérateur, va récoller l'ensemble des questions que vous poserez sur la conférence pour pouvoir arrêter et demander au docteur Danglo d'apporter différentes précisions. Je remercie notamment mon équipe voilà, qui fait un gros travail pour organiser ces webinaires, mettre ça en place, notamment ma collaboratrice Marie Caron qui est en backup. Donc, par contre, si vous avez une question d'ordre technique sur le webinaire, que vous ne voyez plus à un moment donné la vidéo, le son, vous n'hésitez pas, vous avez alors un petit menu qui s'appelle le Converser, où tout le monde nous a envoyé des messages de salutation. Voilà, vous pouvez lui envoyer un petit message sous Southern Implant France et elle vous y répondra. Voilà Marie, le message est passé. Dernière chose, c'est à la fin de ce webinaire, on vous fera un petit sondage sur ce que vous pensez du webinaire. Bon, voilà, si on peut nous apporter toujours des informations pour nous améliorer, c'est avec grand plaisir. Et je vais laisser donc la main au docteur Ludovic Danglo, qui est chirurgien exclusif à Boulogne-sur-Mer, qui va nous présenter aujourd'hui cette thématique de comment réhabiliter les patients atrophiés au maxillaire avec des solutions innovantes. Merci beaucoup. Donc, je vais couper ma vidéo qui donnera un petit peu plus d'espace aussi aux conférenciers et modérateurs pour voilà, rester en visu. N'hésitez pas, si vous avez notamment des questions techniques, je reste en backup. Je vous dis à plus tard. Merci, messieurs. Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Donc, je te présente très brièvement peut-être, déjà avant que tu commences. Bon, tout d'abord, bonjour les amis, bonjour chers confrères, chers consoeurs et bienvenue donc à ce deuxième webinaire qui est organisé par Emmanuel Escalan et toute son équipe, dont Marie, que je remercie et je félicite parce que c'est un sacré travail. Je vais vous épargner le passage sur le Covid-19 et toute l'actualité qui va avec. J'espère juste que vous allez tous bien. Je tiens à remercier également mon ami Ludovic Danglo qui a accepté de nous faire cette présentation aujourd'hui. Il est installé à Boulogne-sur-Mer. Il a un exercice exclusif en chirurgie. Il est également le président, entre autres, de Joe's Institute Association pour le développement des connaissances en chirurgie dentaire. Alors, pourquoi ce sujet? Comme vous le savez, au maxillaire, dans le cas des dentements anciens ou même pas anciens, nous sommes souvent confrontés à un problème de déficit osseux. Déficit tant en quantité qu'en qualité. Plusieurs façons de traiter ce type d'atrophie. Soit on fait des greffes de sinus, des greffes d'apposition horizontale, verticale, autogène, allogreffe, xénogreffe et j'en passe, les techniques ne manquent pas. Ces techniques ont la particularité d'être longues à mettre en œuvre avec des taux de succès qui varient selon le praticien et le patient. Une autre approche consiste à profiter de l'os résiduel, parfois avec des implants spécifiques, et de rétablir ainsi l'esthétique et la fonction, très souvent en mise en charge immédiate.
Durant cette heure de webinaire, Ludovic partagera avec nous son immense expérience sur les différentes techniques actuelles, certaines connues, d'autres moins, qui ont fait la preuve de leur efficacité, que vous pourrez ajouter à votre arsenal thérapeutique. N'hésitez pas donc, comme il a dit Emmanuel, de poser vos questions. J'essaierai de les regrouper et de temps en temps interrompre notre conférencier pour lui poser des questions. Ça lui permettra de se reposer un petit moment et nous de rendre ce webinaire interactif. Il n'est pas là pour faire un cours magistral. J'espère t'avoir bien présenté, Ludovic. J'ai hâte de t'écouter. Merci, Ludovic. Voilà, à toi de jouer. Alors, bonjour à toutes et à tous, et particulièrement à mon équipe du cabinet et à tous mes confrères du nord de la France qui m'ont rejoint pour ce webinaire. Alors, bienvenue à ce webinaire consacré au traitement des atrophies sévères du maxillaire. Je voudrais, comme toi, Armic, remercier toute l'équipe de Southern Implant. Et en premier lieu, mon ami Emmanuel, qui est toujours disponible pour m'accompagner dans ma pratique quotidienne. Je remercie toute son équipe, Licia, son épouse, Marie, Mathilde, qui ont organisé ce webinaire. Et ils font tous un travail extraordinaire. Je souhaite la bienvenue à Sébastien dans l'équipe. Je voudrais te remercier, Armic, d'avoir accepté d'être mon modérateur. Je tiens à signaler que tu es un grand spécialiste, le grand spécialiste du traitement des édentés totaux et de la mise en charge immédiate, et que les plus grands spécialistes se sont succédés dans ton cabinet. Et ça m'a permis de les rencontrer, de partager de bons moments chez toi. Merci, Armic. Enfin, je voudrais remercier Monsieur Graham Blackburn, qui a créé la société Southern Implant il y a 30 ans et qui la développe depuis en sortant des produits qui sont toujours de plus en plus innovants et performants. J'ai eu la chance donc de rencontrer Graham 2 fois, l'année dernière à Londres et cette année à Paris. Je peux vous dire qu'il est à l'écoute des cliniciens et qu'il prend en compte toutes les suggestions pour faire évoluer ces systèmes. Bien. Après tous ces bons mots, je tiens à signaler que je n'ai pas d'action chez Southern Implant, que je ne reçois pas d'honoraires pour cette présentation et que je parle en toute indépendance. Alors, comme vous l'a dit Armic, aujourd'hui, nous allons parler des atrophies sévères des maxillaires. Atrophie sévère des maxillaires qu'on peut traiter de différentes façons. Bien sûr, on pourra toujours faire des greffes osseuses, des sinus lifts, des reconstructions osseuses verticales et transversales. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ces reconstructions osseuses. On va s'attacher à parler de techniques graftless essentiellement. Je ne vais pas non plus parler des techniques de reconstruction mandibulaire. Je vais m'intéresser uniquement au maxillaire. Alors, avant de démarrer, je voudrais qu'on regarde ensemble les chiffres de l'OMS. Les chiffres de l'OMS, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'aux États-Unis, en 2000, il y avait 34 millions d'édentés totaux et qu'on en prévoit pour fin 2020 plus de 38 millions. Alors, je ne sais pas si ces chiffres sont atteints, mais dans tous les cas, actuellement en France, on serait à peu près 5 millions d'édentés totaux. C'est dire quelle est la tâche qui nous attend pour pouvoir traiter toutes ces personnes. Il faut aussi dire la chose suivante, c'est que ces édentés totaux, maintenant, sont de plus en plus jeunes. Et ils représentent à peu près toutes les couches sociales de la population. Donc, les choses ont changé. Nous allons avoir pas mal de travail. Et ces patients, je pense qu'il faut s'attacher un petit peu à ces patients. Ils viennent nous voir pourquoi? Ils viennent nous voir parce que ils souffrent, parce qu'ils ont des problèmes physiques, ils sont handicapés physiquement, ils sont handicapés psychologiquement. Et quand ils ont décidé de passer notre porte, c'est qu'ils ont des enjeux privés, des enjeux professionnels, des enjeux sociaux, et il va falloir qu'on puisse répondre à ces enjeux. Quand ils passent la porte du cabinet, souvent ils ont envie d'avoir quelque chose assez rapide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ces traitements qui font appel pour la plupart à la mise en charge immédiate. Alors, pour définir et pour choisir
les traitements et les thérapeutiques les plus appropriés au traitement de ces édentés. Ed Bedrosian, que j'ai d'ailleurs rencontré chez toi, Armic, a donc défini une classification considérant trois zones différentes, la zone 3, la zone molaire, la zone 2, la zone prémolaire, la zone 1, la zone du bloc incisivo-canin. En fonction des déficits osseux au niveau de ces zones, les traitements ne seront pas les mêmes. Alors, je voudrais, Marie, qu'on lance le premier sondage. Je vais vous la lire. Donc, c'est un sondage, il n'y a pas de fausse réponse. Je vais vous la lire. Face à une atrophie sévère en zone 3, donc la zone molaire, premier choix, je greffe le sinus. Deuxième choix, je contourne le problème. Vous avez droit à une seule réponse. Je vais vous laisser une dizaine de secondes et Marie va analyser les résultats. Je greffe le sinus, zone 3. Hein. Nous avons de l'os au niveau de la zone prémolaire et au niveau de la zone incisivo-canine. Est-ce qu'on a les résultats, Marie? Super, ça marche. Alors, c'est très intéressant, je m'attendais un petit peu à cette réponse, 50-50. Alors, bien évidemment, on peut toujours greffer le sinus, mais si on greffe le sinus, on va avoir des conséquences. Les conséquences, ça va être, il va falloir attendre 7 mois de cicatrisation avant de pouvoir poser les implants, et qu'ensuite, eh bien, on ne pourra pas forcément faire de mise en charge immédiate. Tout dépend de l'os que nous allons retrouver au niveau de notre sinus. Alors que si on contourne le problème, notamment en mettant des implants dans la zone 1 et 2, on va pouvoir donner la possibilité à nos patients de faire une mise en charge immédiate et d'avoir leur prothèse dans la journée. Alors, si on choisit de contourner le problème, c'est le but de la présentation, il va falloir utiliser des implants angulés, c'est-à-dire qu'on va poser les implants, notamment les distaux, en avant de la paroi antérieure du sinus maxillaire. Voilà le premier cas. Nous avons une personne ici qui a une absence d'os en zone 3. Je vais vous montrer les photos intrabuccales. Nous avons une perte importante de DV, une propulsion du bloc incisivo-canin supérieur vers l'avant. Les dents sont mobiles, on n'a plus de calage molaire. Cette personne ne portait aucune prothèse postérieure. Et nous avons décidé, en collaboration, enfin, en discutant avec le patient, de réaliser extraction, implantation immédiate et mise en charge le soir de l'intervention. Voilà la procédure, elle est classique, c'est la procédure décrite par Paolo Malo. Nous allons faire 2 fenêtres en avant de la partie antérieure du sinus maxillaire pour permettre de repérer cette paroi antérieure de manière à pouvoir positionner les implants postérieurs en les angulant en avant donc, de ce sinus maxillaire sans faire d'effraction au niveau du sinus. Voilà le résultat. Donc, 6 mois post-opératoire avec la prothèse d'usage qui a été mise en place. Là, je ne vous ai pas montré les photos de la prothèse provisoire qui a été réalisée le soir même. Là, c'est la prothèse d'usage, une barre transvissée, qui est faite sur les implants angulés. Voici la prothèse en bouche. Nous avons remonté la dimension verticale, c'est très important. Et nous sommes arrangés à masquer cette ligne de transition entre la fausse gencive en résine et la gencive du patient sous les lèvres pour éviter au sourire que la personne voit tout ça. Alors, cette thérapeutique est maintenant bien décriée, hein, c'est Paolo Malo en 1998 qui en a parlé. Personnellement, j'ai pris connaissance de cette technique en 2005 quand je suis allé à Lisbonne le voir, et nous avons des taux de survie implantaires, maxillaires et mandibulaires tout à fait intéressants à moyen et à long terme. Donc cette technique peut être aujourd'hui considérée comme une option fiable, tout comme le principe d'utiliser des implants angulés. Alors, l'intérêt d'utiliser des implants angulés, c'est d'installer l'émergence de ces implants pour avoir une meilleure disposition antéro-postérieure qui entraîne une diminution du cantilever
et donc une réduction des forces supportées par l'implant distal. Alors, ce cantilever, on va éviter de réaliser sur la prothèse provisoire. Par contre, on pourra tout à fait, lors de la réalisation de la prothèse définitive, rajouter une ou deux molaires, tout dépend de la position de cet implant distal. Nous verrons tout à l'heure que d'autres systèmes assez innovants permettent de pouvoir encore reculer cette position alors que le sinus émet des prolongements antérieurs assez importants. Alors bien sûr, si on utilise des implants angulés, il va falloir rectifier cet axe. Il va falloir rectifier cet axe, donc tout le monde connaît les piliers à 30 degrés et à 17 degrés. Là, je vous ai montré un pilier utilisé et qui est vendu par la société Dansply, qui est un pilier en deux parties. L'intérêt de ce pilier en deux parties fait qu'il peut être vissé à 25 newtons. Parce que d'habitude, nous avons des piliers qui sont vissés uniquement à 15 newtons par centimètre carré, ce qui peut entraîner des problèmes, des risques de dévissage. Alors, le problème de ce pilier, c'est qu'il est en deux parties. Vous voyez la première partie sur la photo en haut à gauche, qui est la base du pilier, qui est vissée directement sur l'implant. Ensuite, cette tige guide qui nous donne une information sur l'axe est retournée, et la partie supérieure du pilier, qu'on vient visser à cet endroit-là, on vient retourner, on vient visser à cet endroit-là. Donc, deux risques de dévissage. Même si c'est serré à 25 newtons centimètre carré, ça ne vaut pas le vissage d'un pilier multi-unit à 35 newtons par centimètre carré. Alors, je voudrais qu'on lance, Marie, s'il te plaît, le sondage numéro 2. Donc, je vais vous le lire. Dans le cas d'implant angulé, je mets, première réponse, un pilier angulé correspondant à l'angulation de l'implant pour récupérer l'axe, classique. Si je le peux, je préfère mettre un pilier droit et ne pas récupérer l'axe, quitte à le faire au moment de la réalisation de la prothèse d'usage avec un système de rattrapage d'axe. Vous connaissez ces systèmes de rattrapage d'axe qui existent dans toutes les marques maintenant, avec des tournevis spéciales. Troisième réponse, si j'en avais la possibilité, je préférerais mettre un pilier droit dans tous les cas. Si j'en avais la possibilité technique, on aurait pu rajouter une seule réponse. Très bien. Alors, fort intéressant, je vois, bien sûr, que la première réponse, c'est forcément les techniques classiques. Hein. Depuis l'invention du Holland-Ford, on pose des implants angulés sur les implants distaux, et je trouve assez normal que cette réponse récolte 53%. Pour la deuxième, c'est aussi normal dans le sens où, même si on a un pilier droit, on pourrait très bien avoir une émergence au niveau des faces vestibulaires. Et donc ça, c'est très embêtant. Par contre, je vois que la troisième réponse récolte 38%. Donc, il y a une demande pour avoir la possibilité technique de pouvoir mettre autre chose que ces piliers angulés. Alors, on va fermer. Je ne sais pas si moi... Oui, je peux fermer. Alors, eh bien, écoutez, c'est très bien. On est ici sur un webinaire qui a été organisé chez Southern. Et donc, Southern propose des solutions innovantes. Southern a sorti ce concept coaxis qui permet d'avoir une angulation dans la tête de l'implant. Ce concept est innovant. On va dire qu'il est innovant pour nous, mais c'est un concept qui a déjà quelques années, puisqu'il a été sorti en 2004. Et donc, c'est, je pense, une des rares sociétés qui propose ce concept. L'intérêt de cette angulation intégrée à la tête de l'implant, c'est qu'on va pouvoir visser un pilier droit sur l'implant et s'affranchir des problèmes des piliers angulés. Alors, ces implants coaxis, ils existent en 12 degrés, 24 degrés et aussi 36.
tout en sachant que pour le 36 degrés, pour des problèmes techniques, eh bien, nous allons devoir utiliser des implants WP, c'est-à-dire des implants de diamètre 5. J'ai perdu ma souris. Ah là, voilà. Ça permet donc ce type de connexion, enfin ce type de connexion, oui, à plat, et avec l'angulation dans l'implant, de pouvoir s'adapter à l'anatomie du maxillaire. Au niveau antérieur, on va pouvoir choisir entre des implants droits et des implants angulés à 12 degrés. Sur l'implant postérieur, on va pouvoir utiliser des implants à 24 degrés ou éventuellement 36. Alors, il y a eu des études, beaucoup d'études ont été faites sur ces implants, notamment Van de Weg qui a fait une étude concernant 433 implants coaxis qui ont été mis en charge immédiatement. Et à 7 ans, le taux de survie est de 99%. Donc, c'est tout à fait encourageant. Ce sont des résultats qui sont très intéressants. Il a fait d'autres études en utilisant des implants coaxis d'un côté du maxillaire et de la mandibule, et il a comparé les résultats avec des implants droits positionnés de l'autre côté de la mandibule avec des abutments angulés. Et il n'a pas trouvé de différence significative entre les implants coaxis et les implants droits. Toujours le même taux de survie, 99%. Maintenant, quand on exerce une force sur un implant classique, une force de 300 newtons, au niveau de la tête de vis, on va avoir, et du col implantaire, on va avoir un stress de 510 mégapascales sur un implant droit, alors que sur un implant coaxis, on va avoir un stress de 300 mégapascales. Tout ça, c'est fort intéressant, puisqu'on sait très bien que le stress sur ces vis va pouvoir entraîner des dévissages, va pouvoir entraîner un fritage avec libération de particules de titane dans l'espace biologique. Donc, on peut penser qu'avec ces implants coaxis, nous aurons une stabilité biologique à plus long terme. Dans tous les cas, on va risquer moins de dévissage et la manipulation des composants sera plus aisée. Et quand on commence à pratiquer ces systèmes, on se rend compte que les piliers angulés prennent beaucoup d'espace au niveau de la partie supra-implantaire gingivale, au niveau de l'espace biologique, et cet espace est important pour pouvoir avoir un bon design des prothèses. Et moins l'abutment, moins le pilier prendra d'espace, et plus nous aurons de la marge pour intégrer et améliorer le design des intrados de prothèses qui sont très importants pour la pérennité de nos reconstructions. Donc, en conclusion, éviter le pilier angulé au moyen d'un implant avec un col angulé renforce la connexion et n'affecte pas la perte osseuse. Alors, je voudrais vous parler de l'accès à l'hygiène de ces prothèses. Très important. Le design des prothèses doit être conçu de manière à ce que les patients qui ont perdu l'habitude de brosser leurs dents, puisque bien souvent on s'adresse à des personnes qui n'ont plus de dents depuis un certain temps, ces patients, on va leur demander de brosser, on va leur demander de passer des brossettes, de nettoyer chaque face implantaire, on va leur demander beaucoup, et c'est très important. Donc, il va falloir être sûr qu'en dessous, les implants vont supporter des risques inflammatoires, vont supporter peut-être des mucosites et peut-être des débuts de périimplantites. On sait tous que les surfaces lisses, machine surface, ont une prévalence pour la périimplantite assez peu élevée, 2,5%, alors que les surfaces rugueuses ont une prévalence de périimplantite largement augmentée. Donc, c'est Massimo Simeone, plus beaucoup d'autres auteurs, qui nous parlent de ça, et je vous conseille, si vous avez la possibilité, de vous inscrire au webinaire de Philippe Cayat qui va parler de ça bien mieux que moi, donc je ne vais pas en dire plus. Je voudrais juste que Marie, tu lances le sondage numéro 3. Juste avant qu'on fasse le dernier, j'ai une petite question de Jean-Baptiste qui te demande qu'est-ce qui te fait choisir entre un implant coaxis plutôt qu'un Zygo. C'est un peu
dans le débat. D'accord, un plan coaxis Zigo. C'est notre Jean-Baptiste Verdino qui pose la question. Oui. C'est Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste. Alors, je vais en parler après. Bon, en fait, Jean-Baptiste, comme tu le sais, les implants zygomatiques, c'est un peu des coaxis, sauf qu'ils sont angulés à 45 degrés chez Nobel, ils sont angulés à 55 degrés chez Southern Implant, on en reparlera. Hein. Donc, dans ce cas-là, comme je me situe au niveau d'une absence d'os dans la zone 3, on ne va pas encore parler de zygo, on en parlera tout à l'heure. L'implant coaxis me permet de gérer l'angulation des implants distaux dans le cas de Longford classique et éventuellement des implants antérieurs dans le cas de Longford classique toujours, si je dois donner une angulation à mon implant de 12 degrés. Souvent, j'utilise des implants de 12 degrés coaxis pour les implants antérieurs quand je ne peux pas poser un droit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, je pense qu'il faut préciser que là, on était dans les cas où il y avait de l'os disponible dans la zone 1 et 2 de la de Bedrosian. Les zygos étant plus indiqués quand il reste des implants, de l'os uniquement en zone 1, voire pas d'os du tout dans les cas de quad zygo. Donc, on était dans la zone 1 et 2 disponibles, donc ce n'est pas vraiment l'indication des zygos. Tout à fait. Mais je n'ai pas voulu rester dans la place de Ludovic. Je tiens à préciser que même si nous faisons des zygos, nous réservons les zygos quand nous ne pouvons rien faire d'autre. Hein. Le zygo, et Jean-Baptiste le sait, puisqu'il aime fort bien parler des rescue implants. Et donc, le zygo, c'est vraiment quand on peut plus faire autre chose. Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. Alors, le résultat, donc je pose un implant lisse et je ne fais pas de mise en charge immédiate. Très bien. Je pose un implant lisse et je fais une mise en charge immédiate. Donc, on voit que les avis sont partagés, 41%, 39%. A priori, les implants lisses feraient un peu peur à 41% des praticiens pour faire la mise en charge immédiate. Alors que, si mes souvenirs sont bons, Nobel avait lancé le principe mandibulaire, je ne me rappelle plus le nom, des 3 implants, tu connais bien ça, Rank. Novum. Voilà, le Novum, ça m'a échappé. Le Novum, et le Novum était fait sur des implants lisses, hein, tu me coupes si je me trompe. Donc on peut très bien faire de la mise en charge immédiate avec des implants lisses. Bon, il va falloir respecter bien les protocoles pour avoir un bon résultat. Est-ce que tu peux remettre, Marie? Voilà. Alors, la deuxième réponse, je pose un implant lisse et je fais une mise en charge immédiate. Donc, on peut faire une mise en charge immédiate avec des implants lisses. Je pose un implant rugueux et je fais une mise en charge immédiate. Alors, on voit que dans ce cas de figure, hein, ce sont des patients qui sont des patients quand même à risque. Hein. Tout le monde est un petit peu timoré à poser des implants rugueux. Alors, je vais fermer le questionnaire, le sondage, et vous donner notre réponse. On sait que les surfaces modérément rugueuses sont avantageuses pour donner une bonne ostéo-intégration. On sait qu'il faut éviter, qu'il vaut mieux éviter les surfaces rugueuses au col implantaire, surtout sur des patients à haut risque. Alors, pourquoi ne pas faire un mixte? Et donc, je vous propose de découvrir l'implant réalisé par Southern qui s'appelle l'implant hybride MSC. L'implant hybride MSC, il est rugueux à l'endroit où on a besoin de rugosité, c'est-à-dire dans toutes les zones osseuses à distance de l'os, à distance du col implantaire, pour favoriser l'ostéo-intégration. Et les parties lisses, quant à elles, se situent au niveau du col implantaire. Elles mesurent 3 mm de hauteur. Et donc, en cas d'inflammation, le risque d'avoir une périimplantite est largement limité. L'implant MSC, Machine Surface Coronary. Alors, maintenant qu'on a vu tous ces détails techniques concernant les absences osseuses au niveau de la zone 3,
je vous propose d'aborder l'absence d'os dans les zones 3 et 2. Alors, vous voyez sur cette coupe Conbim, nous avons au niveau du secteur des deuxièmes prémolaires une hauteur osseuse d'à peu près 4 mm. Au niveau du secteur première prémolaire canine, 7 mm à droite et 8 mm à gauche. Donc, la technique classique du Holland-Ford pourrait être utilisée, bien sûr, elle pourrait être utilisée. Le problème, c'est que si, je ne sais pas si on voit avec ma souris, je veux poser un implant angulé pour éviter le sinus, on va le poser de cette manière-là, l'émergence va arriver en secteur 2 au niveau de la deuxième prémolaire. Et donc, il serait fort intéressant de pouvoir reculer encore l'émergence pour permettre aux patients d'avoir une bouche d'au moins 10 à 12 dents. C'est quand même le but. De l'autre côté, c'est pareil. Si on pouvait reculer encore un petit peu l'émergence, on serait fort intéressé. D'autant qu'ici, entre les fosses nasales et les sinus maxillaires, on a un volume osseux tout à fait intéressant. Alors, la proposition serait éventuellement de faire ceci. Alors, si on fait ceci, bien sûr, on voit qu'on passe à travers le sinus. Alors, pourquoi pas traverser le sinus? On le fait bien avec les zygots. Les zygots, on les incline vers l'arrière, on traverse le sinus. Tout se passe bien avec les zygots, les implants zygomatiques, je veux dire. Donc, pourquoi ne pas faire un peu des implants zygomatiques à l'envers? Voici, sur le modèle 3D, le tracé, le trajet des implants qui pénètrent dans le sinus avant de venir s'ancrer dans la cloison osseuse, entre les fosses nasales et la partie antérieure du sinus maxillaire. Je vais vous proposer, sur cette petite animation, de voir le trajet des implants. Nous allons donc placer notre émergence entre la deuxième prémolaire et la première molaire, pénétrer au niveau de la crête osseuse. Ensuite, les implants vont se retrouver intrasinusien et venir s'impacter au niveau de cette cloison qui n'est pas très large. Elle ne mesure guère plus de 4 mm entre les fosses nasales et la paroi vestibulaire de l'os maxillaire. Voici un cas. Plus d'os dans la zone 3, plus d'os dans la zone de l'arnique, oui. J'ai une petite question juste avant que tu attaques les cas. J'ai à nouveau une question pour dire que puisque cette paroi nasale est fine, de combien d'épaisseur minimum tu as besoin au niveau crestal pour poser ces implants dans ce sens-là? Très bonne question, Armic. Il y a une épaisseur minimale. Je parle au niveau crestal. On est d'accord. On est d'accord. Donc, au niveau de l'émergence de cet implant. Tout à fait. Alors, l'émergence de l'implant, là, il va y avoir une épaisseur minimale à respecter parce que si nous ne respectons pas cette épaisseur minimale, nous risquons d'avoir une communication bucco-sinusienne. Et l'épaisseur minimale, elle est de 3 mm. En deçà de 3 mm, il va falloir greffer la partie antérieure du sinus. Je vais vous le montrer sur les prochaines slides. D'accord. Et autre question, comme ça je regroupe mes questions. On me demande si c'est possible, parce que certains ont cru que tu posais ça en chirurgie guidée. Donc la question c'est, est-ce qu'il est possible de poser ces implants sans guide chirurgical? Alors, je pose ces implants sans guide chirurgical. Je pense, je n'ai jamais essayé, je fais beaucoup de chirurgie, enfin j'ai fait beaucoup de chirurgie guidée avec des guides Simplant, des guides pilotes, des guides expertise Simplant. Le problème de cette chirurgie guidée, c'est qu'on a un forêt qui fait 30 mm de long. Et donc c'est assez compliqué de pouvoir enfiler un forêt de cette taille dans un canon de forage qui va en plus être orienté avec une tête de contre-angle vers la glange. Donc c'est très compliqué. En plus, le forêt faisant 3 cm de long, il y a un certain ballon au niveau de la tête du forêt, et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Alors la navigation style Navident, je l'ai essayé il n'y a pas longtemps avec Emmanuel, d'ailleurs il était là, Emmanuel et Eric Sauvy, vous connaissez de chez IPP. C'est très déroutant.
c'est peut-être pas mal. Je sais que j'avais commencé à faire un Nasalus avec ce Navident et j'ai laissé tomber, je me sentais pas bien avec. Alors, je pense qu'il faut peut-être attendre des évolutions de cette chirurgie assistée par ordinateur. Par contre, avec les guides type expertise, je pense que c'est pas bon. Tout comme les IGO, c'est absolument pas à faire. Je pense que Jean-Baptiste ne me contredira pas. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, c'était très bien, c'était très clair, c'est parfait. Est-ce que tu tiens compte des pathologies sinusiennes dans ce type d'intervention? Est-ce que ça peut influencer l'indication de la pose? Et est-ce que la pratique de la plongée ou autre activité soumise à pression atmosphérique sont à prendre en considération pour ces implants transsinusiennes, que ce soit ou… Alors, bien sûr, toute chirurgie qui entraîne une pénétration dans le sinus maxillaire, il va falloir, généralement ça se voit sur le cone beam, mais il va falloir vérifier qu'on a une perméabilité du méa. Donc ça c'est très important parce que s'il n'y a pas de perméabilité du méa, on risque d'avoir des problèmes. Mais je dirais, et je l'ai vu de mes yeux vus, sur une intervention que j'ai fait au cabinet justement avec Jean-Baptiste, nous avons posé un implant zygomatique sur un sinus qui n'était pas en bon état. Et d'ailleurs, quand on a ouvert le sinus, on a eu un fluide plus ou moins séreux qui est sorti. Jean-Baptiste a décidé qu'on allait quand même poser l'implant et rien ne s'est passé. Tout s'est très bien terminé. Je revois ce patient très souvent et tout va bien. Et justement, il se sentait mieux après la pose de son zygo. C'est assez étonnant. Je pense que il faut prendre encore plus de précautions quand on fait un sinus lift, c'est-à-dire quand on va mettre des biomatériaux dans le sinus. Mettre des biomatériaux dans le sinus, il faut un sinus parfaitement clair. Bon, pour un implant Nasalus, c'est la partie antérieure du sinus. Pour moi, j'ai jamais eu trop de contre-indications. Après, si on a un problème de sinusite chronique, bien sûr, il vaut mieux aller envoyer notre patient chez un ORL parce qu'il va falloir avoir son avis. D'accord. Pour les… Oui, vas-y, je te laisse finir, après je reprends. Pour les plongeurs, nous, à Boulogne-sur-Mer, on a pas mal de plongeurs. Il y a l'Ifremer à Boulogne-sur-Mer. Le Nasalus ne va pas influer le problème de la plongée. C'est plus un problème pour les sinus lift, plus que pour des implants intrasinusiens. D'accord. Merci pour ta réponse. Certains des participants posent des questions sur le volet conversation. S'il vous plaît, allez dans le volet questions-réponses. Je vois mieux les questions qui sont posées parce que là, dans la conversation, tout à fait par hasard, je suis tombé sur 2 questions qui m'avaient échappé puisqu'ils n'étaient pas dans la bonne rubrique. Donc, tout en bas, vous avez questions-réponses. Vous cliquez dessus et vous posez vos questions là. Comme ça, je peux les traiter au fur et à mesure. J'ai 2 questions très intéressantes qui viennent. Notamment le premier, quel est le risque de fracture de l'implant dans ces genres de techniques? Donc, peut-être tu peux parler du grade de titane et des risques éventuels. Et deuxième question, on a vu une lésion sinusienne à droite. Comment tu as géré ça? Voilà les 2 questions. Il y a une lésion pas dans la bonne case. Où est-elle, cette lésion sinusienne? Je ne sais pas. Quelqu'un a vu une lésion sinusienne à droite. Quid de la lésion sinusienne droite? Je ne sais pas. Ah oui. Ah oui, le polype, oui, pardon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, toujours pareil, on réagit parce que la plupart d'entre nous faisons des sinus lifts et forcément, si on met des biomatériaux, ce polype, on va aller le reculer, il risque de boucher le méa. C'est un polype qui n'est peut-être pas évolutif, je ne me rappelle plus du cas. Là, on va juste insérer une tige de titane, un implant, qui fait 4 mm à son émergence, qui fait 2,9 à l'apex, je crois que c'est 2,9. Et donc, le polype, ça ne va rien lui faire au polype. Donc, ça ne m'inquiète pas du tout. D'ailleurs, je peux vous dire que la personne que j'ai implantée va très bien. Je le revois assez souvent en maintenance. D'accord. Tu m'as posé une question sur les fractures d'implant. Oui. Fracture d'implant. Alors, je vais répondre
aucune fracture d'implant. Aucune fracture d'implant. C'est pas parce qu'ils sont plus longs qu'ils vont fracturer plus facilement. On a un titane de grade 4. Et j'ai encore entendu hier Graham Blackburn, et il a fait un webinaire donc en direct d'Afrique du Sud hier. Et donc, Graham Blackburn utilise du titane grade 4 pour ses implants. Et Graham Blackburn est très, très méticuleux dans la sélection de ses barres de titane. Donc, c'est du titane de premier choix. Tout est fabriqué en Afrique du Sud, tout est vérifié. Je n'ai pas encore eu, malheureusement, la possibilité d'y aller, vu qu'en plus, on avait un congrès début avril, fin du mois de mars, et que ça a été annulé par l'épidémie. Donc, ça sera pour une autre fois, mais ces implants sont extrêmement solides, d'autant qu'on utilise des implants à hexagone externe. Donc, une plateforme très solide, qui ont fait leurs preuves depuis maintenant 40 ans. Autre question ? Donc, une question, après je te laisse avancer un petit peu dans ta présentation pour ne pas t'interrompre trop souvent. Juste, certains me demandent d'avoir une description chirurgicale un peu plus détaillée de la technique Nasalus, et notamment une question qui revient, c'est est-ce que tu transperces le sinus ou est-ce que tu le décolles à minima? Et après, je te laisserai avancer un petit peu dans ta présentation. Alors, ça tombe très bien. Je vais répondre à la technique chirurgicale parce que ça doit arriver dans 2 ou 3 slides, donc très rapidement. Et au niveau de la conservation ou pas de la membrane du sinus, je vais aussi y répondre. Je crois que c'est la prochaine slide, quasiment. Non, c'est le cas fini. Donc, le cas fini, on voit très bien ces implants Nasalus qui pénètrent au niveau du sinus et qui passent même au-dessus de l'apex quasiment des implants antérieurs. Ce sont des implants de 22 mm de long, ils existent aussi en 24 mm. Ce sont des implants coaxis qui sont angulés à 24 degrés. On va les voir très rapidement. Voici la prothèse provisoire. Vous voyez qu'avec ces angulations d'implants coaxis, on arrive à trouver des émergences de têtes de vis qui sont tout à fait intéressantes. Le protocole de forage. Donc, ça reprend la question que tu m'avais posée tout à l'heure, Armic. Il faut un minimum de 3 mm. 3 mm d'os sous sinus pour éviter la communication bucco-sinusienne. Si on n'a pas ces 3 mm, eh bien, il va falloir greffer le sinus. Alors, pour répondre à la question concernant la membrane du sinus, si je suis dans la situation du secteur 2, donc dans la situation classique, où on ne va pas greffer, je fais fi de la membrane du sinus, ce n'est pas grave du tout, on la transperce, si elle se déchire, ce n'est pas grave, et on ne perd pas de temps à vouloir la décoller. Par contre, dans la situation secteur 1, donc, où nous avons un os alvéolaire inférieur à 3 mm au niveau de la crête, eh bien, comme on greffe, là, il va falloir décoller la membrane du sinus, parce que si on déchire la membrane du sinus et qu'on met du matériau de complément dans le sinus, ça ne va pas aller du tout. Le MEA ne va pas apprécier. Donc, pour répondre à la question qui m'était posée sur la membrane du sinus, cette membrane va se refaire assez rapidement, comme quand on la déchire sur un sinus lift. L'implant Nasalus, donc on en a parlé, ils existent en 3 longueurs. 20, 22, 24. C'est un implant coaxis avec une plateforme réduite. Donc la partie antérieure ici, enfin cette partie est en plateforme switching. On voit le porte-implant qui a aussi une forme un peu particulière pour pouvoir permettre le vissage de l'implant. Le vissage de l'implant se fait comme un implant classique parce que justement nous avons cet implant qui rectifie l'axe de l'implant. La tête de vis, comme sur les implants zygomatiques, est angulé à 24 degrés. Cette fois-ci, voici le foret qui est assez long. Alors par contre, tout à l'heure, j'ai une question sur la fracture d'implant. Donc ces implants ne fracturent pas. Par contre, ces forets qui sont des forets pilotes de 2 mm avec une longueur de 30 mm, se cassent et j'en ai déjà cassé. Merci pour ta précision. Oui, moi je suis là pour jouer carte sur table. Et il faut parler aussi de
des problèmes et probablement que j'ai dû appuyer un petit peu trop sur le forêt, c'est de ma faute. Ce n'est pas un problème de matériel. Deuxième cas, absence d'os dans la zone 3, dans la zone 2, de chaque côté. Nous allons donc regarder les coupes scanner. On voit que la zone antérieure est tout à fait exploitable dans le secteur 2, la zone antérieure dans le secteur 1 aussi, et que les zones postérieures, droite et gauche, présentent une hauteur sous sinus relativement intéressante. Par contre, sur la coupe oblique, nous voyons que vous avez un sinus. Ça intéresse certains, si jamais dans ta présentation il y a des photos de chirurgie, si tu peux passer moins rapidement dessus, comme ça ils peuvent voir, ça intéresse certaines personnes. D'accord? D'accord. Vous voyez ici, en marge d'escalier, ce sinus de chaque côté. Donc, c'est très intéressant de pouvoir utiliser cette marge d'escalier pour gagner de l'os. Éviter donc de poser de l'implant et donc d'avoir une émergence trop antérieure. Voici ce qu'on peut réaliser dans ce cas avec des implants Nasalus. Les implants vont avoir une émergence au niveau des molaires. C'est fort intéressant pour éviter justement sur notre prothèse provisoire que nous allons mettre en charge immédiatement, d'éviter des extensions. Les extensions sur les prothèses provisoires sont à proscrire. On voit que les implants vont pénétrer dans le sinus et venir ici, sur le 3D, dans cette cloison osseuse entre les fosses nasales et le sinus maxillaire. Aussi la chirurgie. Donc la chirurgie, elle est un petit peu pareille au départ que la chirurgie du Holland-Fort classique. On va faire la fenêtre, sauf que là, au lieu de vouloir faire notre forage en avant pour éviter de pénétrer dans le sinus, on va faire exprès de pénétrer dans le sinus. Donc on va reculer le point d'impact, l'émergence. On va venir au niveau du sinus et cette fenêtre va nous permettre un petit peu aussi, comme dans les implants zygomatiques, de pouvoir trouver l'endroit où on va venir ancrer l'apex de l'implant. Donc cet os qui se trouve entre la partie antérieure du sinus et la partie postérieure des fosses nasales. Mise en place de l'implant. Avec le porte-implant, nous allons faire tourner, tout comme avec les implants zygomatiques, l'implant de manière à avoir une émergence au niveau de la tête de vis qui va être favorable à la réalisation d'une prothèse provisoire. Voici l'implant, on voit son trajet intrasinusien et l'apex est situé au-dessus et vient donc s'ancrer dans cet os. Cette technique nous permet de reculer encore l'usage des implants zygomatiques, tout en restant dans une technique classique. Est-ce qu'elle est plus facile que de poser des implants zygomatiques? J'avouerai que, à force de faire les implants zygomatiques, je trouve plus facile la pose d'implants zygomatiques que la pose d'implants Nasalus parce que nous avons une quantité osseuse au niveau de ce processus frontal du maxillaire très petit et le risque c'est de rentrer dans les fosses nasales. Après c'est pas un très gros risque. Les fosses nasales, si on rentre dedans, on peut prévoir de mettre un implant plus court. Voici le résultat. Alors là, on a fait un Holland 5. On cherche toujours à faire des Holland 4, mais parfois, on est obligé de faire des Holland 5, des Holland 6. Pour quelle raison? Là, dans ce cas-là, nous avions un implant au niveau de la 12 qui était serré à 15 Nm/cm². C'est pas assez pour une mise en charge immédiate. Donc, on a préféré utiliser un 5e implant au niveau de la 13. On voit que cet implant est angulé à 24 degrés, ici. Nous avons ici un implant à 24 degrés coaxis, ici 12 degrés, ici droit, ici 24 degrés. On voit les implants qui pénètrent dans le sinus ici et qui viennent s'ancrer au niveau de cet os entre les fosses nasales et le sinus maxillaire. La prothèse provisoire. Prothèse provisoire démontée à 4 mois pour faire la prothèse définitive. On voit la cicatrisation des tissus mous, une légère inflammation ici qui va être réglée avec la prothèse définitive. Alors, maintenant qu'on a abordé toutes ces techniques
avec absence de zone d'os, manque de volume, atrophie dans les zones 3 et zone 2, parfois on a un sinus maxillaire qui se prolonge fortement sur l'avant vers les fosses nasales et qui contre-indique l'utilisation de cet implant nasalus. Et là, il va falloir trouver une autre solution puisque nous n'avons plus que la zone 1 pour pouvoir poser nos implants. Alors Marie, je pense que tu peux envoyer le sondage numéro 4. Donc face à une atrophie sévère en zone 2 et 3, zone prémolaire, molaire, deux possibilités de réponse. Soit je greffe le sinus et je reconstruis la zone 2, soit je cherche des zones exploitables à distance. Pendant que les participants vont répondre à ce sondage, j'en profite pour te poser quelques questions, parce que j'ai une avalanche de questions, donc j'essaie de les traiter au fur et à mesure. C'est bien. Il y a une petite interligne qui se voit à la radio entre l'implant pilier et la vis qui semble être vissée à fond. Est-ce que c'est normal? Je pense que c'est le platform shifting que tu as décrit, mais ça, c'est la première question, je te laisserai répondre. À nouveau, une question revient sur ces implants nasalus. Est-ce qu'ils imposent une fenêtre latérale sur le sinus ou pas? Et d'une façon générale, certains auraient aimé que tu puisses détailler un peu plus ces techniques. Tout le monde, vu que c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas souvent entendu parler, voilà, partager un peu ton expérience, nous dire un petit peu les difficultés des choses que tu rencontres. Et dernière question toujours, si jamais tu devais faire une édentation unilatérale avec ça, et vu le faible portée d'os aussi bien sous-nasal que crestal, est-ce que tu n'aurais pas intérêt, comme avec les zygos, de te faire aider par des implants traditionnels en secteur antérieur? C'est Jean-Baptiste qui pose cette question. On voit le monsieur Zigo qui parle. Monsieur Zigo, édentation latérale, donc tu veux dire, est-ce qu'on n'est pas dans les atrophies de patients édentés totaux? Non, là on est dans les cas partiels. Donc, répète-moi un petit peu la question. Donc, maintenant, j'ai bien situé le problème. En fait, il y a trois questions. Est-ce que tu fais une fenêtre forcément sinusienne pour mettre ton implant? Et si tu peux un peu en profiter pour décrire un peu ta technique, certains aimeraient t'entendre détailler un peu plus ta technique et les difficultés que tu rencontres. L'interligne qu'on voit entre le pilier et l'implant à la radio, est-ce que c'est normal ou est-ce que le pilier n'était pas à fond? Je pense que c'était normal et que c'est le platform shifting qui fait ça. Et dans le cas d'édentation unilatérale, si jamais tu devais être emmené à utiliser ce type d'implant, est-ce que tu viendrais te connecter sur deux implants classiques devant comme on fait dans les cas de zygo unilatéral? Voilà. Alors, je vais répondre à Jean-Baptiste tout de suite. Je vais répondre à l'envers. Donc, Jean-Baptiste tout de suite. Oui, tout à fait. Bien sûr, j'irai me connecter à des implants antérieurs. Alors, bien évidemment, comme nous ne sommes pas sur un édenté total, je ne ferai probablement pas de mise en charge immédiate. Je pense que tu me dis si je me trompe parmi, mais non, je ferai comme Jean-Baptiste, tu te rappelles le cas qu'on avait fait au cabinet. Je pense peut-être que d'ailleurs tu penses à ce type de cas où on avait posé un implant zygo à gauche et deux implants classiques, un en avant, un en arrière. Donc bien sûr, on n'avait pas mis en charge. Et nous avons fait un bridge où nous avons solidarisé ces deux implants. Alors, oui, l'implant nasalus, c'est un petit peu plus petit qu'un implant zygomatique, hein, puisque les implants zygomatiques les plus courts sont 30 mm de longueur. J'ai d'ailleurs. Il pensait tout à fait à ce cas-là en posant sa question. Il pensait à ce cas-là. Bonne mémoire. Bon, en tout cas, ce patient, à chaque fois que je le vois, il me demande de tes nouvelles. Voilà. C'est un patient de chez Jean-Baptiste, il habite hier. Alors, autre question, est-ce que je fais systématiquement une fenêtre sinusienne? Voilà. Pour le nasalus. Alors, moi, pour les Rollon-Fort, je ne fais pas systématiquement de fenêtre sinusienne, surtout quand j'ai des extractions à faire pendant l'intervention, puisque le fait de faire les extractions nous renseigne sur l'endroit où on peut
disposer nos implants, notamment les implants postérieurs. Et donc, on a des points de repère. Par contre, l'implant Nasalus, il faut vraiment, c'est-à-dire que si on dévie de 3 ou 4 degrés, soit on est au niveau du maxillaire, on perfore la paroi vestibulaire du maxillaire et on se retrouve à la peau, quasiment, ou soit on rentre dans les fosses nasales. Donc c'est important par cette fenêtre, comme pour le zygote, de pouvoir avoir une vision de l'endroit où on se trouve. Donc fenêtre systématiquement. Pour répondre à l'autre question sur l'interligne pilier-implant, alors la première fois que j'ai posé ces piliers, qui sont les compact conicals, ce sont des piliers qui sont compatibles Nobel, hein, c'est le même style que les multi-unit abutment, sauf qu'à la radio, ils montrent toujours cette image. Toujours, et la première fois que j'ai posé ces implants, j'ai appelé Emmanuel, je lui ai dit, dis donc, c'est bizarre, on a l'impression que c'est pas vissé à fond. Et si c'est vissé à fond, faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait ça. Alors, Costa Nicolopoulos nous disait, comme tu me le disais fort justement, Armic, que ça pouvait être accentué justement par cette zone qui était en plateforme switching. Donc, tu avais bien vu la chose, Armic. Je me permets, avant que tu analyses le sondage et donc de rebondir quand il y a des déficits aussi importants en zone 3, on va finir le chapitre des zones 2. Le diamètre des implants, si tu peux en dire un peu plus, aussi bien à l'apex qu'au col des implants. Comment tu gères des perforations sous-nasales? Est-ce que tu réussis toujours à avoir une stabilité primaire avec ces techniques? Et en cas de fracture de forêt au cours de l'intervention, est-ce qu'il est facile de retirer la partie qui a été fracturée, qui est enfouie? Sinon, est-ce que cela compromet ces techniques? Voilà. Et je pense qu'on aura terminé avec le deuxième chapitre et après, je te laisserai tranquillement faire la dernière partie. Ok. Alors, donc, tu parles de fracture d'implant? Non, fracture de forêt. Tu sais, tu l'as évoqué tout à l'heure. Fracture de forêt. Fracture de forêt. Bon, la fois où j'ai fracturé mon forêt, il s'est fracturé au milieu, je crois. Hein, oui, au milieu. Donc, c'est assez facile à enlever. Hein, il y a une fenêtre au niveau du sinus. Donc, généralement, la partie apicale reste dans l'os, donc il tient. Ce qui serait embêtant, c'est que cette partie apicale se détache et qu'il se barre au fond du sinus. Là, on serait bien embêté. Donc, non, c'est pas inquiétant. Non, c'est pas inquiétant. Ça se retire facilement, le bout de forêt. Ça se retire facilement. Bon, après, à quelle profondeur à peu près? À quelle profondeur? Ça, c'est quand, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet os entre les fosses nasales et le sinus maxillaire est extrêmement dense. Il a un petit volume, mais il est extrêmement dense. Et donc, on a toujours, comme il est dense, on a toujours un peu envie d'appuyer. Hein, c'est un petit peu ce qu'on fait quand on fore un zygoma. Sauf que sur le zygoma, ce qu'on cherche à faire, c'est de le transpercer, de le transfixer. Alors que là, on veut pas aller dans les fosses nasales. Donc, c'est là qu'on peut risquer la fracture. De toute façon, comme pour les zygomas, pour ces forêts-là, il vaut mieux travailler à chaque fois avec des forêts neuves. Si je l'ai cassé, c'est parce que le forêt n'était pas neuf. Et justement, qu'est-ce que tu fais quand tu as perforé le plancher du fosse nasale dans les complications? Comment tu gères ça? Est-ce que tu arrêtes ton intervention ou est-ce que tu continues quand même? Alors, ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé forcément avec le forêt pilote. Hein. Donc, le forêt pilote, c'est un forêt 2.0. Donc, si on arrive dans les fosses nasales, bon, c'est pas grave, hein, on va passer le forêt terminal en étant un petit peu moins profond et préparer l'ostéotomie pour mettre un implant qui ne va pas dépasser dans les fosses nasales. Et je mets l'implant. Par contre, je m'arrange à pas le visser pour qu'il dépasse dans les fosses nasales. Donc ça, non, je m'arrête à temps. Et c'est là peut-être que la chirurgie navidante, la chirurgie assistée par ordinateur peut être intéressante parce que ça permet de contrôler où se trouve l'apex de l'implant. Bon, alors acheter un système comme ça pour savoir où se trouve l'apex de l'implant, pourquoi pas. Hein. J'ai trouvé que c'était un des rares intérêts de la chirurgie Navident ou X-Guide chez Nobel.
Désolé pour toi, mais je remercie infiniment l'audience parce que j'ai plein de questions qui viennent. C'est très bien, c'est exactement ce qu'on voulait. On voulait que ce soit interactif et qu'on puisse échanger. On me demande si tu parlais bien du pilier canin que tu traverses. Non, c'est pas le pilier canin, c'est plus haut que c'est situé, la zone d'os. Nous sommes, nous sommes tout à l'heure, j'ai une slide avec un peu d'anatomie. Je vous montrerai à quel niveau, il faudra me le rappeler. Voilà, tout à fait. Autre chose qui perturbe toujours certains qui sont très respectueux des membranes de sinus. Ok, tu fais la fenêtre, est-ce que tu perfores la membrane? Est-ce que tu décolles la membrane? Si jamais il y a une perforation de membrane, comment tu refermes? Manifestement, ce sont des questions pour des gens qui ne sont pas familiers avec les implants zygomatiques. Et une autre question un peu plus technique, c'est il y a un seul forêt pour le forage ou plusieurs? Est-ce que l'implant est auto-taraudant ou non? Voilà, le forêt nasalus, il y a deux forêts. Il y a le forêt pilote et le forêt terminal. Hein, donc tout à l'heure, je crois que tu m'avais posé une question à laquelle je n'ai pas répondu. Diamètre implantaire, RP, 4. Hein, tout à fait. 4 mm diamètre. Et à l'APEX, il faut combien à l'APEX? À l'APEX, alors là, je vais avoir besoin des manuels parce que je ne suis pas sûr de mon coup. Je crois que c'est. C'est moins de 3, je crois. Je me demande si ce n'est pas 2,9. Voilà, c'est ça. C'est 2,8 ou 2,9 de mémoire, si je ne me trompe pas. Mais... Ouais, 2,9. Donc vous voyez avec un os qui mesure 4 à 5 mm de largeur, il faut bien viser. Hein. Il faut quand même bien viser. La stabilité aussi, c'est des implants qui ont une stabilité extraordinaire. Surtout quand notamment dans le dernier cas que j'ai montré, où on traverse le sinus, on rencontre une deuxième couche osseuse, on retraverse le sinus et ensuite on vient à l'apex sur un os résiduel. Là, on a vraiment… parfois, je suis obligé de reprendre l'ostéotomie, de sortir l'implant et de reprendre l'ostéotomie, ce qui est assez chronophage parce que l'implant à sortir, il fait 22 mm, donc c'est assez long. Je vais répondre au sondage peut-être. Voilà, je te propose que tu répondes au sondage et que tu fasses ta dernière partie. Ensuite, peut-être s'il nous reste encore un peu de temps, on n'est pas vraiment en avance, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on a commencé, si on peut avoir step by step la pose d'un implant nasalus avec les difficultés que tu peux rencontrer éventuellement, si on a le temps. Alors le sujet est très vaste, hein, donc pour ne rien vous cacher, peut-être à peu près à la moitié de ce que j'ai à vous montrer. Voilà. Peut-être que ça mériterait un autre webinaire. Ouais, là, c'était juste, on sort un peu du sujet, c'est comment traiter les atrophies, est-ce qu'on doit greffer ou pas greffer, si on ne doit pas greffer, quels sont les outils aujourd'hui mis à notre disposition pour améliorer le personnel thérapeutique. Voilà. Je te laisse revenir au sondage et commenter le sondage. C'est extraordinaire. C'est super. Bon, super, merci Armic. Donc, je greffe le sinus et je le reconstruis. Oui, pourquoi pas, on peut greffer, on peut reconstruire. Toujours pareil, 7 mois d'attente, on pose des implants. Si on greffe, on reconstruit transversalement la zone 2, on va avoir un os qui ne va peut-être pas supporter la mise en charge immédiate le jour où on la fera, c'est-à-dire 7 mois après. On est parti pour un traitement relativement long. Et quand vous proposez à des patients qui ont attendu déjà 20, 30 ans, qui ont mis du temps à prendre leur décision, je vous rappelle qu'ils prennent leur décision parce qu'il y a un enjeu. Et souvent, l'enjeu, c'est faut que ça soit vite fait. C'est un poste à pourvoir, par exemple, pour les enjeux professionnels. Je ne vais pas m'étendre. Donc, quand vous posez la question, souvent, les patients vous disent « Eh ben, écoutez, je veux mes dents tout de suite. » S'il y a une technique pour avoir les dents tout de suite, et si, médicalement, c'est indiqué, attention, il faut que ce soit… même si le patient est en droit de choisir, il faut que médicalement ce soit indiqué. Donc, personnellement, nous, dans notre cabinet, on oriente quand même un peu de nos patients vers la deuxième réponse. On cherche des zones exploitables à distance. Alors, ces zones exploitables à distance, elles sont à distance. Hein, pour nous, chirurgiens dentistes, on n'est pas habitués à ces zones-là, puisque la seule zone dans le secteur du maxillaire, où nous avons de l'os qui ne se résorbe pas, c'est le zygoma. Et donc, c'est une zone un peu inconfortable puisqu'on n'a pas l'habitude d'y aller. Donc, il ne s'agit pas de y aller comme ça. Il faut bien sûr connaître la technique, avoir été formé. Il faut
que quelqu'un d'expérimenté vienne vous tenir la main pour pouvoir aborder ce type d'intervention en toute sécurité et sereinement. J'en profite pour te remercier, Jean-Baptiste. Merci d'avoir su tenir ma main. Voici donc les zones qu'on va aller chercher. Je vous rappelle qu'on a de l'os dans la zone 1 et plus d'os dans les zones 2 et 3. Donc nous allons venir positionner les implants, on appelle implants zygomatiques, au niveau du zygoma. Alors ces implants zygomatiques, ils existent depuis longtemps. Hein. Pierre Brandmark les a sortis en 1998. Hein, et donc à la base, c'était pour reconstruire des maxillaires très délabrés. Et donc, beaucoup d'auteurs, donc Chantal Malvé, que j'ai eu la joie de rencontrer chez toi, Armit, merci encore, ont publié donc, des taux de survie implantaires tout à fait intéressants, 100% en 2004 pour Chantal. Et Ed Bedrosian, que j'ai aussi rencontré chez toi, d'ailleurs, Hermic, a sorti aussi beaucoup d'études sur les implants. Carlos Aparicio, lui, donc a sorti des études à 10 ans montrant un taux de succès à 95%. Donc, c'est une technique vraiment très fiable. Par contre, c'est une technique qui demande absolument une mise en charge immédiate parce qu'il va falloir avoir un polygone de sustentation. Car nous posons ces implants dans un os extrêmement résorbé. D'ailleurs, les implants zygomatiques, j'ai certains de mes correspondants qui ont eu la joie de travailler sur ces implants zygomatiques et qui m'ont appelé en me disant « Je suis embêté, Ludovic, la tête de l'implant, ça bouge, l'implant bouge. » Et oui, les implants zygomatiques sont tellement longs, les plus longs font jusqu'à 6 cm. On a donc une flexion et quand la tête implantaire n'est pas entièrement entouré d'os, dans les cas de Zaga 3 et Zaga 4, et bien forcément, on a une flexion de l'implant, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Les voici, ces implants zygomatiques. Je profite de cette image pour répondre à la question ces implants nasalus. Les implants nasalus, en fait, viennent au niveau de leur apex s'ancrer à peu près à cet endroit-là. C'est-à-dire que, contrairement à des implants posés dans le pilier canin, j'ai perdu ma souris, qui arriveraient ici, les nasalus montent plus haut, à peu près là. Et donc, si on pénètre dans les fosses nasales, j'ai perdu ma souris. Je ne sais pas si on voit bien ma souris, Armi. Oui. Non, moi, je ne la vois pas. Tu ne la vois pas. Ça y est, je la vois. Donc, on va pénétrer les fosses nasales à cet endroit-là. Et si on fait une erreur d'axe, excusez-moi, j'ai appuyé sur la touche qu'il ne fallait pas. Si on fait une erreur d'axe, on risque de sortir ici. Donc, ce qui serait totalement inconfortable pour les patients qui sentiraient leur tête d'implant en se grattant le nez. Que ce soit extranasal ou intranasal. Je reviens à mes zygots. Le zygoma. Le zygoma, il s'articule avec l'os maxillaire, il s'articule avec l'os frontal, et on voit dans sa partie externe, dans sa partie interne plutôt, il rentre dans la constitution de l'orbite. Il rentre aussi dans la constitution de l'arcade zygomatique, ici, en s'articulant avec l'os temporal. Et il fait partie, il forme la partie antérieure de la fosse infratemporale. Donc, c'est une zone qui est pour le moins assez peu confortable pour nous, chirurgiens dentistes. Je tiens à préciser que je ne suis pas chirurgien maxillofacial, je suis chirurgien dentiste. Voilà le zygoma. J'ai été trop vite. On voit très bien ici toute la partie en rapport avec la cavité orbitaire et qui va venir s'articuler avec la grande aile du sphénoïde en arrière. Les obstacles anatomiques. Tout le monde connaît l'artère alvéolaire ventrale, hein, et elle est bien décrite et ceux parmi nous qui font des soulevés de sinus la connaissent. Cette artère alvéolaire ventrale, dans la réalisation des implants zygomatiques, ne nous gêne quasiment pas.
Elle est plus gênante pour tout ce qui est sinus lift parce que si on commence à les fracter et qu'elles saignent, évidemment, nous avons des risques de moins bien voir et de perforer cette membrane de Schneider. Chose qui n'est pas important dans les cas de réalisation d'un plan zygomatique. Le trou sous-orbitaire, ici, qu'il ne faut pas forcément dégager quand on fait des zygos postérieurs, donc quand on fait des techniques bizygos. Par contre, pour les cas de quad-zygos, quand on met 4 zygos, eh bien, il va falloir dégager ce trou sous-orbitaire. La boule de Bichat, qui normalement ne doit pas apparaître, là, dans ce cas, elle est apparue parce qu'on a été la chercher, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Elle est située au niveau de la fosse infratemporale. Les fosses nasales qu'on voit ici, qu'il va falloir aussi dégager, puisque les fosses nasales nous servent de point de repère anatomique pour poser nos zygos. Le muscle masséter qui s'insère donc sur la partie inférieure de l'arcade zygomatique et du zygoma. Là, nous avons resséqué l'arcade zygomatique pour voir apparaître le muscle temporal. Donc voici la zone, toute la zone dans laquelle nous allons devoir travailler. Je reviens en arrière pour vous montrer ici l'insertion antérieure du muscle masséter sur le zygoma. Je repars vers l'avant pour vous montrer ce qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire la cavité orbitaire. La cavité orbitaire, c'est vraiment ce qui fait peur quand on démarre dans ce type de chirurgie. Pourtant, c'est un problème qu'on peut facilement contrôler. Alors, Carlos Aparicio a défini une classification en fonction de la concavité du mur osseux du sinus maxillaire, du mur externe. 0, 1, 2, 3, 4, on va voir assez rapidement, je pense, puisque ça commence à devenir peut-être un petit peu technique. Ici, nous avons le Zaga 1, donc l'implant est placé intrasinusien, puisque le mur alvéolaire est plat, il n'est pas concave. Pour Carlos, 17% des cas. Ici, le Zaga 0, où nous allons devoir légèrement effracter la paroi du sinus, l'implant est posé dans le sinus maxillaire. On voit ici l'implant qui ressort, le zygoma est transfixé, c'est très important. 52% des cas. Le Zaga 2, dans 21% des cas, où l'implant est positionné extérieurement, mais en rapport avec le sinus maxillaire, il obture le sinus maxillaire. Zaga 3, où là l'implant est positionné extérieur à la crête, et dans certains cas, on peut même avoir l'implant qui n'est pas au contact du mur, dans les grosses concavités. Les cas de Zaga 4, j'en traite pas, parce que c'est plutôt des cas oncologiques, et ces patients n'ont pas encore franchi la porte du cabinet. Donc, je n'ai pas de cas de Zaga 4 à vous montrer. Voilà un cas que j'ai d'ailleurs réalisé avec Jean-Baptiste, et je me rappelle lui avoir dit, écoute, là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'os. Je ne sens pas bien 2 zygos, ça me semble un peu compliqué. Il faudrait peut-être faire un quad. Mais Jean-Baptiste m'a dit, on va bien regarder, on va y arriver, on va mettre, vous voyez ici un petit peu, le volume osseux. Nous avons une pâte osseuse très importante, mais on a quand même réussi à trouver au niveau des piliers canins de l'os, et on a décidé, enfin c'est surtout Jean-Baptiste qui a décidé, de positionner 2 implants en postérieur des 2 zygos, au niveau des 7. Voilà la pose de l'implant zygo avec la fenêtre. Voici ici le All on 6. Alors on avait des implants Nobel Active de 8 mm et demi de long, ce qui est assez court pour faire ce type d'intervention. NP, donc 3,5 mm de diamètre, qui ont été stabilisés correctement. Et nous avons mis la prothèse en charge immédiatement le soir, parce que nous avons une telle confiance en ces implants zygomatiques que nous pouvons nous permettre, sur des implants aussi petits, aussi petits en longueur et en diamètre, nous pouvons nous permettre de faire de la mise en charge immédiate sur ce type de construction.
Voici la patiente le lendemain. Vous voyez que la patiente le lendemain, elle a retrouvé le sourire. Elle a retrouvé le sourire et la tuméfaction est présente, mais on pourrait penser que ça aurait pu être pire. Voilà, un petit peu saigné du nez. Voici la prothèse qui a été mise en charge la veille. Je vais vous montrer la prothèse, l'intrado de la prothèse. Ça, c'est très important, l'intrado de la prothèse. C'est Jean-Michel Moine qui m'a permis de comprendre comment on pouvait limiter, voire supprimer les complications, les pertes implantaires liées aux mises en charge immédiates sur des All-on-4. Un All-on-4, ça marche très bien. Et le secret, c'est la prothèse, c'est l'adaptation de la prothèse. La prothèse doit être parfaitement adaptée. Le design de l'intrado de la prothèse doit être sans aucune concavité. La dimension verticale doit être quasiment dans tous les cas augmentée de manière à permettre d'avoir une bonne hauteur de fausse gencive pour éviter tout surplomb. Des passages de brossette doivent être faits dans cette prothèse de manière à pouvoir nettoyer les implants. Vous voyez ici que les implants ont une émergence légèrement palatine. On voit ici l'axe des transferts d'implants. On en reparlera tout à l'heure. Nous avons utilisé des implants classiques, des implants designés par P.I. Brandmark, qui étaient des implants vraiment super bien conçus, et tellement bien conçus qu'ils n'ont pas évolué pendant des années. Et maintenant, c'est en train de changer. Les implantologies zygomatiques commencent à devenir à la mode et toutes les sociétés essayent de sortir son implant en modifiant certains paramètres. Et là, en l'occurrence, l'angulation des implants Brandmark était un petit peu juste, 45 degrés. On verra tout à l'heure qu'on a la possibilité avec Sauser d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. J'en ai fini avec les atrophies moyennement sévères, on va dire. On va maintenant aborder les atrophies sévères, c'est-à-dire qu'on va avoir nos atrophies de toutes les zones. Alors, pourquoi greffer dans ces types d'atrophies? On va avoir un lit receveur pour la greffe qui va être très faiblement… Oui, Armic, tu voulais me poser une question? Oui, avant que tu attaques les atrophies extrêmement sévères, je peux peut-être te poser quelques questions parce qu'à nouveau, j'ai eu beaucoup de… Je vais noter en même temps. Je suis désolé pour l'auditoire, mais apparemment, la partie membrane sinusienne dans les nasalus, si tu conserves, si tu n'en tiens pas compte, tout ça, ça n'a pas été très clair, très bien expliqué. Donc, si tu veux ça, tu expliqueras à la fin. Je le rappellerai. J'ai d'autres questions qui viendront tout à la fin, mais en rapport avec ce que tu as dit un petit peu, est-ce que les RCP recouvrent, est-ce qu'ils couvrent la pose des implants zygomatiques? Je vais te poser toutes les questions. Est-ce qu'à nouveau, on peut mettre un implant nasalus et un implant en position de latérale et faire un bridge, par exemple, dessus? Je sais que tu as répondu, mais à nouveau, si tu veux répondre. On me demande des études sur les taux de survie et de succès des implants Zygo par rapport à des techniques classiques type de comblement de sinus et poser des implants traditionnels. Et sur le dernier cas que tu as présenté, un de nos participants aurait bien posé des implants ptéroïdiens, savoir si tu avais une expérience là-dessus. Moi, personnellement, j'en ai jamais posé. Donc, savoir quel serait ton avis dessus et savoir si ces interventions, tu les fais sous local ou sous général. D'accord. Après, je garderai quelques questions encore sur les nasalus, mais qui viendront à la fin parce que là, on a changé de chapitre. D'accord? Alors, je pense qu'Emmanuel, si tu m'écoutes… Je parle la membrane sinusienne, si tu veux, parce que ça, on me l'a posé plusieurs fois, cette question, et désolé qu'on n'a pas été clair dans nos réponses. Bon, Emmanuel, il va falloir qu'on fasse un webinaire uniquement sur l'implant nasalus, je pense, parce que je pense que, enfin, j'ai l'impression que ça intéresse beaucoup de monde et peut-être même c'est une petite révolution. Plus qu'un webinaire, c'est surtout où on peut se former. D'ailleurs, si vous voulez venir faire une formation chez moi, avec Jean-Baptiste, on organise ce genre de choses. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez faire des chirurgies en direct, tout ça, mais je sais que tu as tout ce qu'il faut pour le faire chez toi aussi, mais voilà. Alors, écoutez, la formation chez Armic, il n'y a pas de souci. Je les suis depuis maintenant 2016.
Hein, c'est en 2016 qu'on Oui, s'est rencontrés la première fois. tout à fait. Et Tout à c'est fait. toujours un plaisir, c'est extraordinaire. On rencontre les meilleurs spécialistes mondiaux chez toi. Donc, Ouais, tu en fais n'hésitez partie. pas à Tu en fais une partie. personne. Bon, pour les gars du Nord, vous pouvez aller chez moi. Bon, après, j'en profite pour répondre pour les implants ptérygoïdiens, parce qu'il est du Nord aussi, Luc Vrillink. Luc Vrillink fait des implants ptérygoïdiens, je l'ai vu faire en dissection. Personnellement, je n'en fais pas, donc je n'ai aucune expérience dans les implants ptérygoïdiens. Alors à ce moment-là, il faudrait peut-être voir avec Luc pour les gars du Nord. Dans le Sud, je ne sais pas. Avec pratiquant l'implantologie zygomatique, je ne vois pas pour moi l'intérêt de m'intéresser aux implants ptérygoïdiens. Peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour je vais m'y intéresser, je ne sais pas. Peut-être voilà pour toi, Armik, une bonne idée de faire venir Luc chez toi, je ne sais pas. Anesthésie locale, anesthésie générale. Alors ben là, oui, on va en parler. Tout ce que je vous ai montré actuellement, enfin pour l'instant, dans ce webinaire, je le fais sous anesthésie locale. Là, maintenant, on va commencer à aborder des choses un peu plus lourdes où on va devoir utiliser l'anesthésie générale. Eh bien, il y a juste le cas du nasalus, le deuxième cas. Si ma mémoire est bonne, je l'ai fait en anesthésie générale parce que j'ai réalisé un bimaxillaire. C'est-à-dire, j'ai mis les deux nasalus, les 3 coaxis au maxillaire et j'ai réalisé aussi les 4 implants en Holland fort à la mandibule. Donc là, j'ai été en anesthésie générale pour des raisons de confort et de temps pour le patient. Donc ça, c'est pour l'anesthésie locale ou générale. Les études, écoutez, je vais vous donner mon adresse email. Ah oui, je ne peux pas faire les petits dessins, vous avez vu ça là. Ma Marie va peut-être s'en occuper. Mon adresse email, vous pouvez m'envoyer vos emails. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, mon cabinet est certifié Zaga Center, donc on fait partie de l'équipe à Carlo Sotarici. Et donc je salue David Pastorino que j'ai vu tout à l'heure. Et donc nous avons plein d'études à vous fournir. Là, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous donner mon mail. Nous avons pas mal de retard, même beaucoup de retard. Est-ce que tu peux nous donner une petite idée du temps qui te reste de présentation? Parce qu'en plus, il y a encore des questions qui t'attendent. Donc, peut-être un quart d'heure. Un quart d'heure. Si tu peux aller un peu plus rapidement sur les quadrigo. Un quart d'heure. Je vais aller assez rapidement sur les quadrigo. Je vais aller rapidement sur les quadrigo. La membrane combien tu as? Alors, la membrane. Oui, j'ai compris. La question sur la membrane, ça intéresse beaucoup de monde. Je vais profiter du quadrigo pour y répondre. D'accord. Très bien. Juste une petite précision. Ton histoire de boule de Bichat qui est apparue et que tu trouvais que ce n'était pas forcément une bonne idée, certains vont le chercher volontairement, notamment dans les cas de Zaga 3 ou Zaga 4, pour protéger le vestibulaire. Donc, pour les participants, voilà, ce n'est pas ta sensibilité, mais il y a aussi cette façon de faire pour protéger, pour éviter les complications. Oui, voilà. Tout à fait. Raphaël Bonnet de Nantes l'utilise, j'ai appris ça hier, systématiquement. Bon, moi, je pense que la boule de Bichat est intéressante, un petit peu comme les rescue implants. S'il y a un problème, après, on peut l'utiliser. Mais sur la RCP, tu as répondu ou pas? Je ne me souviens plus. La RCP, je n'ai pas répondu. Alors, personnellement, moi, bien sûr, avant de me lancer là-dedans, j'ai appelé ma RCP. Bon, le problème des RCP, c'est qu'ils ne connaissent pas ce type d'implant. Donc, avec eux, ça va toujours. Jusqu'au jour, et en ce moment, on l'a vu, les implants zygomatiques sont à la mode. Hein. Et donc, je pense que les sociétés d'assurance vont commencer à mettre des clauses restrictives sur les implants zygo. D'ailleurs, je vais en profiter pour les rappeler à nouveau, leur réadresser un courrier pour bien leur expliquer, parce que ils ne m'ont pas envoyé de surprime pour ça. Mais méfiance avec les assureurs. On sait que c'est les seuls qui se font tirer l'oreille pour participer à cette crise du Covid-19. Donc voilà, quadrigo. Quadrigo, donc on va en mettre 4. On va en mettre 2 dans chaque zygoma. Le zygoma, il fait 2 cm à peu près en longueur.
antéro-postérieur, à peu près 1 cm de hauteur. Donc, ça nous permet de mettre 2 implants zygoma, pour autant qu'ils ne soient pas trop larges en diamètre. Alors, comme on en a parlé, avec les Zaga Center, notamment de Barcelone, on peut fabriquer des modèles stéréolithographiques qui proviennent des fichiers DICOM, de la planification, et ainsi s'entraîner la veille de l'intervention pour intervenir de façon relativement sereine le lendemain, gagner un petit peu de temps dans le positionnement de ces zygos, prendre ses repères, et aussi vérifier qu'on a la bonne longueur de zygote. Bien sûr, il va falloir partir avec tout son stock pour ne pas se retrouver à court, puisqu'on a vite fait de mettre un zygote. Souvent, moi, quand je mets des zygotes, je sélectionne un zygote qui est un peu plus court que celui que j'avais planifié. Je ne sais pas si c'est pour toi pareil, Armic. J'ai toujours tendance à mettre un zygote inférieur de 2 ou 3 mm à celui que j'avais planifié. Bon, le lambeau, c'est pareil pour toi? Parfois, c'est vrai. En tout cas, on ne tombe jamais pile. On tombe jamais pile. Donc, lambeau large, lambeau très large. On va venir placer dans l'incisure fronto-zygomatique ici notre écarteur Tahout, de manière à écarter le lambeau, faire nos tracés, faire ici nos ostéotomies. Alors, on voit qu'ici, comme nous sommes dans un cas de Zaga 3, on s'est permis de ne pas faire de fenêtre. Le zygote est juste ici. On a ensuite des jauges pour mesurer et sélectionner nos implants zygomatiques. La longueur, on voit ici que l'implant zygomatique transfixe le zygoma. Voici le quad. Alors, les implants zygomatiques, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ils ont évolué. On sait que l'apex va devoir être étroit, parce que si on veut en mettre 2 dans un zygote qui fait 20 mm, il ne va pas falloir avoir des zygotes qui font 5 mm de diamètre à l'apex. Ça ne va pas aller. On va risquer de se taper, là, pour le coup, le plancher orbitaire, pourquoi pas. Donc, on doit avoir des apex étroits. On doit avoir des surfaces rugueuse à l'endroit de l'implant qui vient au contact de l'os, donc du zygoma, et donc qui va s'ostéo-intégrer. Aucun intérêt d'avoir des surfaces rugueuses et d'avoir des spires sur le corps de l'implant, puisque généralement il correspond au sinus maxillaire. Donc, il vaut mieux éviter tout risque de pollution avec des bactéries. Et puis, pareil, au niveau des émergences, une tête angulée à 55 degrés sera intéressante. Eh bien, Sauser nous a trouvé un compromis tout à fait intéressant qui peut être même décliné pour les cas de Zaga 3 avec une forme un peu différente, enfin la même forme, mais pas de spire au niveau de l'émergence implantaire. Celui-ci s'appelle le Zygex. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est le Zygan. Alors, le protocole de forage. Le voici. Généralement, l'impact du forêt se fait au niveau de la deuxième prémolaire. J'ai toujours pour habitude de commencer par le zygote postérieur, parce que je cherche à aller le plus au fond sans effracter la fosse infratemporale, de manière à préserver suffisamment d'espace en avant pour pouvoir placer mon deuxième zygote en toute sécurité avec cette cavité orbitaire. Le positionnement de l'implant. Alors, on n'est pas obligé de le mettre tout de suite. On peut faire les 2 ostéotomies. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en même temps et poser les implants ensuite, ce qui permet de rectifier éventuellement les axes. Point d'impact du zygote antérieur entre la latérale et la centrale. Les points de repère sont importants. Premier point de repère, les fosses nasales. Deuxième point de repère, le foramen infraorbitaire, généralement entre 0,8 et 1 et 10 mm de distance, puisque si on se rapproche trop du foramen infraorbitaire, on va se rapprocher beaucoup de la cavité orbitaire. Convergence des ostéotomies. On se guide avec l'écarteur Tahout, Doppelgeser,
Pour l'implant postérieur, on vise la partie postérieure de l'ovigazer. Pour la partie antérieure, la partie antérieure. Et en respectant tout ça, on n'a aucun risque, d'autant plus que l'implant antérieur est très tangentiel au plancher orbitaire, on n'a aucun risque d'effracter. Voilà, l'implant défracter la cavité orbitaire. Pour rassurer les personnes, bon, c'est une chirurgie, quand on la maîtrise, qui n'est pas à risque, hein, mais il faut l'aborder sereinement. Il faut avoir mangé un petit peu de salle de dissection avant de se lancer là-dedans. Voici mon premier cas de Coatzigo, une patiente qui a un bridge complet céramique qui a été réalisé il y a 4 ans. On voit tout de suite que les implants ont été positionnés dans une position qui est totalement mauvaise. Pas de gencive attachée de ce fait. Au niveau des implants, le prothésiste a dû donc essayer de rattraper tout ça avec la fausse céramique, la fausse gencive en céramique. Pas de possibilité de nettoyer les implants. En plus, les implants ont été solidarisés avec des dents naturelles. Les implants sont perdus, plus d'os du tout. Les dents sont perdues. On a un implant qui a migré dans le sinus. Nous allons donc éliminer tout ça. Dans un premier temps, on élimine, on curette les alvéoles. Et on va attendre la stabilisation des tissus. On ne va pas commencer à faire de l'implantologie zygomatique en même temps que des extractions, et surtout dans un cas pareil. Et ensuite, on prévoit l'intervention. Donc, fenêtre classique pour aller poser nos 2 implants. On voit les ostéotomies. Donc, pour répondre à la membrane du sinus, vous voyez qu'ici, il est illusoire de vouloir la conserver. Il est illusoire. Alors, on pourrait s'arranger à faire un décollement de la membrane du sinus jusque sous le plancher de l'orbite. Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? D'autant qu'en vissant les implants, on risque de la déchirer. Donc, c'est la même chose pour le nasalus. Quel est l'intérêt de vouloir conserver absolument cette membrane? Les chirurgiens maxillofaciaux, quand ils font des leforts, la membrane est complètement détruite et elle va se refaire tout à fait normalement. L'intérêt de conserver une membrane intacte, c'est pouvoir ensuite greffer, mettre des biomatériaux dans le sinus. Là, nous n'allons pas greffer à cet endroit-là, puisque nous avons fait une fenêtre ici au niveau de l'entrée du zygoma pour pouvoir poser nos 2 implants. Vous voyez d'ailleurs par ailleurs que nous sommes en anesthésie générale, il y a un packing. Voici le résultat. Nous voyons cette orientation de 55 degrés qui nous permet d'avoir de meilleures émergences de visage. Voici le sourire de la patiente. Mise en charge, comme ça a été fait à la clinique, j'effectue les mises en charge le lendemain, ce qui ne cause aucun problème. Autre cas où nous avons procédé un petit peu différemment, c'est un cas de Zaga 3. On peut penser qu'il y a de l'os, mais il n'y a plus rien. Tout ça, c'est de la gencive, la fibre muqueuse. Nous n'avons pas fait de fenêtre. Nous n'avons pas fait de fenêtre parce qu'il était inutile de faire une fenêtre. Nous avons nos points de repère, les fosses nasales, le trou sous-orbitaire, notre ovigazer ici. Ici, nous voyons le début de la fosse infratemporale. Nous n'avons pas besoin de fenêtre. Nous voyons ici l'apex des implants. L'intérêt de ne pas faire cette fenêtre, le voici. Nous avons posé les 4 implants. Nous sommes en Zaga 3, donc nous avons un risque de déhiscence au niveau muqueux sur ces implants, puisque ces implants sont notamment ici à distance du mur externe du sinus maxillaire. Et donc, comme nous n'avons pas de fenêtre, nous pouvons nous permettre de mettre un biomatériau. En l'occurrence, ici, c'est du bio-os, puisque nous n'aurons pas de biomatériau qui va partir dans le sinus. Et ce biomatériau, alors bien sûr, il est illusoire de penser qu'on va reconstruire de l'os au-dessus des implants. On ne va pas reconstruire de l'os sur du métal, mais par contre, on va reconstruire de l'os, enfin, on va avoir un mainteneur d'espace entre les 2 implants qui va permettre de faire un coussin, donc un coussin sur, pour amortir le lambeau. J'ai mis une membrane. Je pense que maintenant,
je n'utiliserai plus le bio, j'utiliserai le matériau qu'affectionne particulièrement Patrick Palassi, qui est le GTO. Je n'en parlerai pas plus, je pense que Patrick va en parler dans son webinaire qu'il va faire d'ici une dizaine de jours. Et donc là, c'est le cas, oui, on s'était dit, tiens, la boule de Bishop, on va en profiter pour faire ceinture et bretelles, tracter la boule de Bichat et venir la suturer. De l'autre côté, je n'ai pas utilisé la boule de Bichat et je peux vous dire qu'en post-opératoire, je n'ai pas eu de différence significative entre les deux techniques. De l'autre côté, j'ai aussi fait un comblement, enfin une imposition de bios, mais je n'ai pas utilisé la boule de Bichat et je pense, je sais que Jean-Baptiste ne me contredira pas puisqu'il m'en avait fait la remarque qu'il faut garder cette boule de Bichat au cas où on ait des séances tardives en rescue. Voici la radio post-opératoire. Nous avons quand même des implants de 6 cm au niveau des implants antérieurs. La répartition me plaît pas mal. On est à peu près à équidistance au niveau des implants, ce qui peut présager d'une prothèse tout à fait bien équilibrée et qui va résister tout le temps de l'ostéo-intégration. Voici les émergences qui sont, comme on n'a pas l'habitude de voir sur des cas d'implants zygomatiques, puisque les cas d'implants zygomatiques, je vais vous en montrer, on a des émergences plutôt palatines avec beaucoup de fausses gencives au niveau palatin, comme ici. Alors ça, c'est un cas qui a été géré avec des implants Bradmark classiques. Donc, vous voyez ces masses de fausses gencives au niveau palatin. Implant donc classique Bradmark, qui était fort bien étudiés et donc qui ont vécu un certain temps avant qu'ils soient modifiés. Autre émergence qui cause problème, voilà ici, là on a la cata, hein, là on va récupérer ça avec les systèmes de récupération d'axe. Avec un implant angulé à 55 degrés, on aurait peut-être pu passer outre. Ça cause un problème pour le praticien qui va réaliser la prothèse définitive parce qu'à chaque fois il est obligé de démonter son composite ici et sa fausse gencive rose. Ça prend du temps, c'est assez chronophage. Voici le résultat. Alors, bon, il faut dire que toutes ces émergences plus ou moins palatines ne gênent pas les patients, hein. Ils ne se plaignent pas de confort, d'inconfort. Par contre, c'est plus compliqué pour l'entretien, les brossettes sont plus difficiles à passer et surtout, on peut avoir des risques de communication glucosynusienne. Donc, il vaut mieux essayer, enfin, c'est la tendance, hein, et c'est ce que prône Carlos Aparicio, hein, c'est de mettre les implants sur la crête. Sur la crête. Alors, bien sûr, si on les met sur la crête, ils vont être en position un petit peu plus extra-sinusien, et donc on va avoir à gérer les tissus mous. Bien, alors j'en ai presque fini. Donc on a vu qu'avec toutes ces techniques, toutes ces thérapeutiques, sans greffe, graftless, tout ce matériel innovant, on a vu les implants avec des angulations intégrées à la tête de l'implant, les coaxis. On a vu ces implants MSC qui donc sont assez résistants à la périimplantite et qui préviennent la périimplantite, avec ces implants Zigan et Zigex développés par Southern Implants, qui sont des implants vraiment bien étudiés et qui sont encore améliorables. On a des pistes pour les améliorer encore, notamment pour les techniques extra-sinusiennes. Eh bien, on a vu que, on pouvait redonner le sourire à nos patients, leur redonner, les sortir de leur handicap, les patients qui vont remanger et qui vont psychologiquement, surtout, aller bien mieux. Alors, j'en ai fini, mais je voudrais dire un dernier mot et rendre hommage à notre père, P.I. Bradmark, parce que c'est lui qui a tout inventé. Et que sans lui, on ne serait pas là. Nous tous. Merci à tous.
Merci à toi, Ludovic, c'était super. On va prendre Merci à quelques vous. minutes rapidement pour répondre aux dernières questions qu'il y avait. J'ai essayé de les trier. Tout d'abord, une petite question. Est-ce que tu nous autoriseras à diffuser ce webinaire? Certains ont trouvé ça très intéressant et aimeraient le revoir. Est-ce que tu nous autoriseras à remettre en ligne ce webinaire? Alors, pour moi, il n'y a pas de souci. Juste une chose, c'est comme j'ai mis la photo d'une de mes patientes qui Oui, est bien très sûr, gentille, bien sûr, il faut si vous modifier. Non, pouvez non. éviter de Donc, me on reconnaître. te les- bien sûr, il faut surtout pas qu'on voit les visages. Donc, on te Voilà. laisse modifier ta présentation en cachant, en masquant les visages. Alors, il y en a Et deux, une au début, une à la fin. voilà, très bien. Donc, je te laisserai prendre le soin de faire ça et puis on mettra en ligne pour Il les n'y a pas de souci. participants. Il n'y a pas de souci. Question très intéressante. Zigo, à partir de quel âge? Ah, Zigo, à partir de quel âge? C'est une question compliquée. Le plus jeune à qui j'ai fait des zigos, Jean-Baptiste va être content. C'était avec lui. Quel âge il avait? Il avait 35 ans, je pense. Je regarderai, mais je pense qu'il avait 35 ans. C'était un zigot, un uni, on va dire, un uni zigot. C'était un zigot. Donc, je profite de répondre à la question d'ailleurs. On m'a posé la question, un nasalus relié avec deux autres implants Non, classiques. un seul implant. La question venait avec un seul implant, justement. On a répondu Avec avec. un seul implant. Oui, Alors, c'est pas bon. C'est oui. pas bon. Au même titre qu'un zigot, comme justement ce patient-là, avec Jean-Baptiste, on avait mis un zigot au niveau d'une 15, on avait mis un implant classique au niveau d'une 16-17 et un autre implant classique en avant au niveau d'une 14, oui c'est ça. On les avait reliés, bien sûr, pas de mise en charge immédiate, on les avait reliés avec la prothèse définitive suite à l'ostéo-intégration, et on s'était arrangé, je me rappelle très bien, à faire un mini polygone de sustentation, c'est-à-dire qu'on avait décalé les émergences implantaires. Donc c'est ce qu'il faut faire avec le nasalus, pareil, mais il faut obligatoirement relier ce nasalus avec deux autres implants. Très bien. Comme un seul, c'est pas bon. Merci pour ta réponse. Ensuite, on avait quelques partisans des implants thyroïdiens qui trouvaient que l'intérêt, c'est qu'ils torquaient à 120 newtons pour le mettre en place, qui pouvait se former un Nice. Je n'ai aucune expérience des implants thyroïdiens, mais tout ce que je sais, c'est que l'os n'aime pas trop les contraintes de 120 newtons. Qu'ils soient ou autres, ça, les orthopédistes nous ont montré plein d'études là-dessus. Après que ça marche entre les mains de certains, etc., je n'ai pas de doute, donc je ne me prononcerai pas. Les 120 newtons me dérangent un tout petit peu. Ceux qui ont l'habitude des zygos savent qu'on a une densité largement suffisante pour faire des mises en charge immédiates. Si tu veux rajouter quelque chose dessus, pas de souci. Alors, rajouter, oui. Vas-y, finis sur le couple d'insertion, je vais rajouter après. Donc, j'ai fini sur le couple d'insertion, sinon j'allais passer à des questions, à d'autres questions. Donc, si tu veux compléter ma réponse. Sur le couple d'insertion. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon fond d'écran. Vous voyez mon fond d'écran avec le petit oiseau? On voit surtout un implant à l'horizontale. Oui, c'est ça. Donc, c'est de ça dont je voulais parler. Donc, là, c'est la dernière évolution de Southern Implant et de Blackburn. Cet implant s'appelle l'implant Inverta. Il a été mis au point par Stephen Chu, de l'Université de New York, et il est maintenant commercialisé depuis un an. Et cet implant, il y a Jean-Pierre Gardella qui nous en reparlera, je pense, lors de son prochain webinaire. C'est un implant extraordinaire qui est utilisé pour faire de l'extraction implantation immédiate. Et comme on le voit, cet implant, il a une forme bizarre. Il est réduit au niveau occlusal, ce qui fait que les contraintes au moment de son insertion sont surtout au niveau de l'os trabéculaire et non pas au niveau de l'os cortical. Et on sait que justement ces torques de 120, 100, c'est énorme. Au niveau d'un os cortical, c'est très délétère. C'est ce qui peut faire le lit de la périimplantite. Personnellement, je ne torque jamais au-dessus de 45 newtons des implants conventionnels, je parle. Cet implant qui est réduit au niveau de sa plateforme, forcément, on peut le torquer plus fort, puisqu'on va le torquer au niveau de l'os trabéculaire et non pas au niveau de l'os cortical. Et d'ailleurs, Costa Nikolopoulos, qui utilise ces implants-là pour faire de la mise en charge immédiate sur les hexagones externes,
torque les implants à 100 newtons et vient insérer les compacts conical à 45 newtons par centimètre au lieu de 35. Donc voilà ce que je voulais dire sur les coupes d'insertion. Je pense que Jean-Pierre développera ça fort mieux que moi. Merci bien, Ludovic. On va aller un peu vite. Une question très, très intéressante et très importante. La référence des écarteurs que tu utilises pour faire tes zigots. Alors, ce sont des Obweghazer toe in et toe out. Est-ce que tu pourras mettre les références dans ta présentation? Je vais mettre les références, parce que je ne peux pas les mettre à l'écran, c'est vrai que j'aurais dû. Bien sûr. Obweghazer, ils font de mémoire, la partie qui tient le lambeau doit faire 5 cm. Bon, parfait. Une autre question qui m'est venue sur le webinaire qui sera diffusé, j'imagine qu'il faudra aller sur le site de Southern Implant et là-dessus, vous aurez les liens pour y aller. De toute façon, ça ne sera pas sur le site de Ludovic ou le mien, ça sera forcément sur celui de Southern Implant. Petite question toujours sur la chirurgie guidée, etc. Une chirurgie flapless avec robot pour poser des zigots. Est-ce que tu as une petite idée? La place avec robot? Oui. Donc Navidant ou quelque chose comme ça. Voilà, avec un robot pour poser en flapless, sans ouvrir de ton sinus, sans rien faire, et puis pour le poser. Sincèrement, je sais qu'il y a un praticien anglais, et d'ailleurs, je crois que IPP Pharma m'avait donné son adresse pour aller voir un peu son expérience sur le Navidant. J'ai un confrère qui fait partie du network Zaga Center. Je ne me rappelais plus son prénom. Il fait beaucoup de chirurgie comme ça, naviguer. Mais sincèrement, aller mettre des zigots en flapless avec de la chirurgie guidée, c'est du suicide. Chantal Malvez avait fait beaucoup d'études il y a 15 ans de ça là-dessus et sur la précision. Il faut savoir qu'un ou 2 degrés, parce que les flapless, particulièrement les flapless à appui muqueux, donc dans les cas d'édentation complète, c'est là où les guides sont presque les moins précis parce que vous n'avez pas d'appui dentaire. Il faut vraiment faire attention à ça. Et sur 50 mm de longueur, si vous avez une déviation angulaire de 2-3 degrés, comme la littérature nous le dit, à l'arrivée de l'autre côté, vous êtes soit dans l'œil, soit vous n'êtes pas dans l'os zygomatique. Aujourd'hui, avec les techniques qu'on a, je ne pense pas que ce soit une bonne solution de passer à ça. Mais c'est que mon point de vue. Donc, on a répondu à ces questions. Une question très, très interne. Non, pas naviguer, excusez-moi, j'ai mal posé la question, mais programmer, une chirurgie programmée. Il faut que alors, je ne connais pas cette technique. Donc, c'est une chirurgie programmée avec un robot, ou c'est un robot qui poserait l'implant. Je suis désolé d'avoir mal posé la question. Un robot, donc on pourrait faire ça par Internet même. Je ne sais pas. Je ne connais pas la technique. Donc, je suis ici et j'opère un patient à New York, par exemple, un truc comme ça. J'ai aucune. J'imagine que ça fait référence à ce que les Chinois ont fait il y a 2 ans de ça, où sans intervention humaine, il y avait des implants qui ont été posés. Moi, c'est la seule chose que je connaisse, mais ne connaissant pas l'instrument ni l'outil, je ne peux pas en dire plus. Une question très, très intéressante et très pointue. Les implants zygomatiques ne règlent pas le problème d'auteur prothétique. Et c'est vrai. Critères de décision entre greffe puis implant et implant zygomatique, âge, durée de traitement et coût. Coût. Oui, mais il y a plusieurs questions là. Dans cette question-là, il y avait plusieurs questions. D'accord? Donc, le problème de hauteur prothétique à gérer, et c'est vrai qu'on sait que quand on dépasse des hauteurs prothétiques de plus de 16 mm de haut, la littérature nous dit qu'on a des fractures prothétiques plus importantes. Mais est-ce que pour autant, il faut faire des greffes d'apposition en fer à cheval pour réduire cette hauteur-là? Est-ce qu'il faut jouer sur la dimension verticale? Voilà, on aimerait connaître ton point de vue là-dessus, et c'est la même qui nous pose d'autres questions. C'est durée de traitement et le coût du traitement. Alors, allez, moi, je pense que dans les atrophies sévères, comme je l'ai dit tout à l'heure, le lit vasculaire du site receveur, eh bien, il est très pauvre. Et donc, on a toutes les chances d'avoir, 6 ou 7 mois après, d'avoir à compléter la greffe, hein, même avec de l'os autogène, et de ne pas avoir ce qu'il faut. Alors, évidemment, si on fait une mise en charge immédiate avec une augmentation de DV assez importante qui entraîne une augmentation de la hauteur prothétique, si on conçoit bien la prothèse, et ça, mon ami Jean-Michel Moelle ne me contredira pas, on n'aura pas de casse de prothèse. Il faut juste éviter les cantilevers.
D'accord. Dernière question. Pour moi, c'est… Et le coût, tu n'as pas parlé du coût. Alors le coût comparatif ou le coût d'un quadrigo avec la prothèse provisoire? Et la prothèse définitive, tu vas tout mettre. Et puis après, le confrère qui pose la question, s'il a l'habitude de faire des sinus et des greffes, il saura comparer lui après. Tout à fait. Alors pour un quad zygomatique avec mise en charge immédiate, hors frais des cliniques, parce que forcément la clinique c'est un acte qui n'est pas remboursable, et du coup l'anesthésiste se fait payer, la clinique se fait payer, mes honoraires à moi sont de 15 000 euros pour la prothèse provisoire. D'accord. Donc mise en charge immédiate le lendemain, et les 4 implants zygomatiques, tout compris. Donc, j'espère avoir répondu aux questions. La prothèse définitive, ça dépend. On est aux alentours de 6 000 pour une prothèse définitive, armature métal, enfin armature titane. Très bien. Merci pour ta réponse. Une autre question. Merci beaucoup pour votre exposé très intéressant. Ça, c'est venu plein de fois. Je te félicite encore, Ludovic. Qu'est-ce qu'il en est du ressenti de la rigidité de ces prothèses? La rigidité? Oui, tu sais, vu que tu bloques un petit peu toute la mâchoire, est-ce qu'il y a des plaintes des patients? Aucune. Alors, je sais qu'il serait intéressant, avant de solidariser les maxillaires, d'envoyer nos patients chez des ostéopathes pour qu'ils les libèrent. Je ne le fais pas, je devrais peut-être. Effectivement, on solidarise les maxillaires. Les patients ne s'en plaignent pas. Je pense que le problème, c'est surtout quand on fait des bimax. Et quand on fait des bimax, on perd complètement toute proprioception. Donc là, les patients peuvent tout casser. Donc il ne faut surtout pas faire de bimax avec de la céramique. Il faut rester en résine. Mais je n'ai pas de plainte à ce niveau-là. En tout cas, merci beaucoup, Ludovic, pour cette performance. Tu es pendant 2 heures a cappella, tout seul dans ton coin. De temps en temps, sans arrêter tes questions. En tout cas, sache que peut-être que 2021, il y a un créneau qui t'attend chez nous pour parler des Nasalus et la technique. Ça me ferait plaisir de voir avec Jean-Baptiste et toute l'équipe. Ça sera toujours un plaisir de nous retrouver tous ensemble. Merci. Merci. Voilà. Merci encore, Emmanuel. Merci la Société Southern Implant de nous avoir permis de nous réunir et de parler de ces sujets très intéressants que Ludovic a magnifiquement développés, mais je n'avais pas de doute vu son expertise. Merci à notre conférencier. Merci beaucoup, Ludovic, pour ton travail. Merci, Armic, d'avoir interagi avec les participants et notamment de ton expérience, avoir pu mettre un petit peu plus en lumière certaines techniques abordées par Ludovic. C'est vrai que c'est un sujet particulier. Alors, merci à tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est un exercice assez compliqué de pouvoir s'étendre sur un sujet, et forcément, on avait aujourd'hui 2 passionnés avec nous, donc qui ont envie de s'étendre un petit peu plus sur le sujet. Mais bon, ça nous a amené aussi à comprendre qu'il y a peut-être des sujets à développer davantage. Et je pense qu'on essaiera peut-être, Ludovic, de développer davantage sur les Nasalus, qui aujourd'hui, en première intention pour les cas d'atrophie maxillaire, peut rendre bien des services avant d'upgrader la technique sur les zygos, qui est une technique un petit peu particulière. Oui, pardon, Armic. Est-ce que, Ludovic, on veut ton adresse mail? Oui, l'adresse mail. Pour référence biblio, est-ce que tu m'autorises à la publier? Oui, tu peux publier mon adresse mail. Je ne sais pas si c'est Marie qui s'en occupe ou si c'est toi. Ça y est, je la mets en ligne, là, ludovic-danglos@wanadoo.fr. C'est ça. Ludovic-danglo@wanadoo.fr. Danglo et Canes. Oui, vas-y, mets-la en ligne. Je serai répondre. C'est parti. Parfait. Plonger dans la bibliographie que j'ai sur ma gauche. Ouais. Et donc, pour la vidéo, je pense qu'on la mettra sur notre chaîne YouTube dans la semaine. Je pense que Marie va recompiler ça pour
pour couper peut-être le début et la fin et garder vraiment les parties les plus intéressantes de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester connecté puisqu'on a des webinaires qui arrivent encore la semaine prochaine. Nous vous tiendrons informés avec des sujets divers et variés, mais qui sont dans l'actualité de ce qu'on peut vivre et se préparer à anticiper un peu le retour à notre activité normale. Donc, merci à tous de vous être connectés et je vous dis à très bientôt. Merci Emmanuel. Merci. Merci. À vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.